Bonjour Chétan. Bonjour Sharif. Alors peux-tu nous dire pourquoi tu t'intéresses autant à la démographie? Je m'intéresse, c'est vrai, beaucoup à la démographie parce que je m'intéresse beaucoup à la vie et même, je dirais, la survie de l'espèce humaine. Je trouve que cette aventure de l'humanité sur Terre, c'est vraiment une belle histoire. Je suis heureux d'en faire partie pour encore peut-être quelques années. Et je serais heureux vraiment que beaucoup d'autres humains continuent à vivre, à prolonger cette aventure. Et actuellement, on le sait, il y a un questionnement sur cette survie. Alors parfois des gens disent la question c'est la survie de la Terre, c'est le sort de la Terre. La planète Terre est là depuis 4,5 milliards d'années, elle est là encore pour très longtemps. Il y aura des changements sans doute, il y en a eu déjà. Par contre, l'humanité est à la fois puissante et fragile. Il y a d'énormes problèmes écologiques, on le sait, qui sont là. Et ces problèmes sont immensément aggravés par le poids croissant de la population humaine. Je voudrais donner quelques chiffres pour qu'on ait un contexte de cette question démographique. C'est bon de se rappeler, alors ce sont bien sûr des estimations qui ont été faites, qu'autour de l'an 1000, il y avait seulement 300 millions d'êtres humains sur l'ensemble de la planète Terre. Et avant cette période, depuis les milliers, les dizaines de milliers d'années, peut-être des centaines de milliers d'années que l'espèce humaine est sur Terre, ça s'était développé très très lentement. Et puis ça a commencé à s'accélérer, il y a environ 2 siècles. En 1900, la population sur Terre était déjà d'environ 1,5 milliard de personnes, 5 fois plus qu'en l'an 1000. Et 50 ans après, en 1950, on était passé à 2,5 milliards. Et 25 ans après, en 1975, à 4 milliards. Et en l'an 2000, à plus de 6 milliards. Et il y a très peu de temps, en 2017, à plus de 7,5 milliards. Waouh! Et les prévisions de l'ONU pour la fin de ce siècle, en 2100, l'estimation moyenne, c'est plus de 11 milliards. Et l'estimation haute, c'est environ 16 milliards. C'est énorme, c'est colossal. Alors souvent, ce n'est pas très bien vu de parler de démographie dans le sens de contrôle de la population. C'est comme si on n'aimait pas, il n'y a pas d'amour envers les êtres humains. Et que plus on est nombreux, mieux c'est la fête, on est encore plus nombreux, on va faire plein de choses ensemble. Et ce genre de croyances, même si elles ne sont pas exprimées comme ça, il y a quelque chose de sous-jacent, maintenant deviennent dangereuses. Pendant longtemps, c'est vrai que plus on procréait d'êtres humains, plus la race humaine était forte et plus d'expérimentation était possible, etc. Et récemment, ça s'est inversé. Et ça m'effraie de voir que si peu de responsables politiques, en France, en Europe et dans le monde entier, prennent réellement en considération cet enjeu démographique. Il y a des sommets comme le G7 il y a quelques jours, où, à ma connaissance, on n'a pas parlé, ce n'était pas au menu des plus importants responsables du monde, des plus importants présidents du monde ou Premier ministre. Ça me paraît presque hallucinant. Et il y a quelque chose aussi qui se cache derrière cette absence de prise en compte démographique. Il y a la bataille démographique. Il y a le fait que plus un pays ou un parti ou une religion a de membres ou d'habitants, plus ce pays, ce parti, cette religion, ce groupe humain se sent fort. J'ai vécu plusieurs années en Inde et c'était très frappant de voir l'incitation à la procréation, aussi bien du côté de la majorité hindoue que de la forte minorité musulmane. Il y a cette bataille des chiffres. Plus on est nombreux sur un territoire donné, plus on a de puissance. Et c'est un des effets malheureusement négatifs de la démocratie, qui a beaucoup, bien sûr, d'aspects positifs, immensément. Mais à ce côté négatif d'encourager cette guerre démographique, que plus un groupe donné a de membres,
plus il va y avoir de puissance grâce au vote. Il faut beaucoup de courage à des hommes politiques pour vraiment inciter leurs concitoyens, leurs administrés, à réellement baisser leur niveau de reproduction. Et c'est encore plus fort au niveau des religions qui, pratiquement toutes, encouragent une démographie effrénée, je dirais. On a beau faire des efforts au niveau écologique. S'il y a de plus en plus d'êtres humains, ces efforts sont réduits quasiment à néant. Il y a cette image connue d'un homme qui est assis sur une branche d'arbre et qui est en train de scier la branche sur laquelle il est lui-même assis. Et c'est vrai par rapport aux questions écologiques. Mais il faudrait rajouter à cette image d'autres éléments. Il faudrait voir que cet homme qui est assis sur la branche qu'il est en train de couper empile d'autres personnes sur ses épaules, de plus en plus. Ici la branche, et il augmente le poids qui est sur la branche en même temps. Donc la branche a de plus en plus de chances de s'effondrer rapidement. Alors, pourquoi et de quelle façon le tantra pourrait amener une solution ou une aide dans cette prise en compte de la question démographique? Qu'est-ce qui crée cette explosion démographique? C'est bien sûr les rapports sexuels qui créent des naissances, qui sont à la base des naissances. Et quel est le but qui a été donné, le sens, l'orientation à la sexualité dans beaucoup de groupes humains, bien sûr, et avant tout je pense à l'Église catholique et au monde chrétien en général, mais pas seulement. Une fois de plus, la plupart des religions et beaucoup d'autres formes d'organisation sociale mettent en avant la reproduction. Pendant longtemps, l'Église catholique a toléré ou a accepté les rapports sexuels dans le but de procréer. Ça a changé un petit peu récemment, mais ça reste profondément ancré au niveau conscient et beaucoup au niveau inconscient. Le tantra, l'approche tantrique, la vision tantrique, permet de changer cela en donnant un sens complètement différent à la sexualité humaine, à l'énergie sexuelle. Il y a bien sûr le plaisir, il y a évidemment un niveau minimum de procréation nécessaire pour que l'espèce humaine continue, entre le niveau extrême qui menace la survie de l'humanité et un niveau très bas qui pourrait aussi la menacer. Il est important de trouver un juste milieu et donc de réduire beaucoup ce taux de fécondité. Et le tantra, dans ce que j'en comprends, propose une approche complètement différente, où l'énergie sexuelle est bien sûr appréciée pour reproduire l'espèce, mais elle est aussi, et peut-être avant tout, immensément appréciée, reconnue et célébrée pour le merveilleux voyage intérieur qu'elle permet lorsqu'on la connaît et qu'on la chevauche de façon consciente. C'est-à-dire, au lieu d'être emporté par l'élan sexuel qui amène à la reproduction, au lieu de la nier, ce qui conduit à des perversions, à des maladies et aussi à des formes inconscientes de sexualité qui aussi vont amener à la reproduction, le tantra nous invite à mettre beaucoup de conscience, beaucoup de présence dans cette énergie fondamentale qui est notre énergie racine, notre énergie sexuelle. Et ensuite, à l'inviter à monter dans ce qu'en Inde, en tantra ou en yoga, on appelle la Sushumna, qui est l'axe central qui passe au milieu de la colonne vertébrale et qui se poursuit jusqu'au sommet du crâne, que mon enseignante principale en tantra, Margot Anand, appelait la flûte intérieure et que moi j'aime bien appeler notre arc-en-ciel intérieur. Quand cette énergie monte, et il y a des techniques tantriques à la fois simples et puissantes qui aident vraiment à cela, monte dans ce canal central, elle change complètement de forme. Et on peut goûter, par exemple, de la puissance personnelle au niveau du plexus solaire. On peut goûter à de l'amour, on pourrait dire de l'amour infini, de l'amour inconditionnel dans le cœur. On peut goûter à 1000 formes d'expression au niveau de la gorge.
on peut faire l'expérience de l'extase au niveau du troisième œil. Et on peut ultimement vivre cette fusion avec le tout, cette immersion dans le divin au niveau du 7e chakra et au-delà. Et lorsqu'on vit ce genre d'expériences, qui ne sont pas si compliquées, dans chacun de mes stages de tantra que j'anime donc maintenant depuis de nombreuses années, je vois des personnes qui s'ouvrent à cette réalité de la flûte intérieure, de l'arc-en-ciel intérieur. Tout d'un coup, cette même énergie qui était tournée vers la création de nouveaux êtres se retourne à l'intérieur, vers la création plus complète de son propre être, vers la découverte de notre trésor intérieur. Et là, il y a un réel espoir. Cette énergie a été trop souvent utilisée dans l'inconscience et dans le seul but d'un plaisir, je dirais, ras des pâquerettes et de la procréation. Maintenant, on peut donner ces lettres de noblesse à cette énergie merveilleuse qui est notre énergie sexuelle. On peut l'inviter à se transmuter vers de plus hauts niveaux de conscience et de réalisation. Et c'est à la fois quelque chose qui va assurer un épanouissement personnel et qui peut aider puissamment à la régulation collective de notre présence humaine sur Terre.